Le vent balayait le flanc de la colline, comme une lame invisible, emportant de fines particules de glace qui éraflaient la peau exposée de quiconque s'y attardait trop longtemps. En cet hiver 1988, la région montagneuse des Alpes françaises semblait plus hostile que jamais, non seulement à cause des tempêtes incessantes, mais aussi à cause d'une impression diffuse que quelque chose clochait. C'est dans ce contexte qu'un groupe de 6 étudiants en alpinisme s'est lancé dans une expédition qui ne devait durer que 3 jours. Ils étaient jeunes, entraînés et sûrs d'eux. Lucas Morel menait le groupe avec une détermination presque obstinée. Fils d'un guide expérimenté, il portait le poids de prouver qu'il n'avait pas besoin de son nom pour exceller. À ses côtés, Camille Durand, méticuleuse et observatrice, était réputée pour anticiper les risques avant même qu'ils ne se manifestent. Il y avait aussi Étienne, toujours prête à détendre l'atmosphère par des remarques ironiques. Sophie, dont l'endurance physique surprenait même les moniteurs. Marc, impulsif et compétitif. Et Julien, le plus discret, mais doté d'une maîtrise technique hors pair. L'objectif de l'équipe était simple sur le papier, parcourir un itinéraire peu fréquenté des Alpes, documenter le voyage et revenir avec des données utilisables pour de futurs entraînements. Ce n'était pas une mission inédite, mais l'itinéraire choisi avait mauvaise réputation auprès des guides locaux, anciennes disparitions, des histoires mal expliquées. Des témoignages font état de sentiers qui semblaient changer en fonction des conditions météorologiques. Rien n'est officiellement confirmé. Lucas a néanmoins insisté. Le matin du départ, le ciel était trop clair pour un hiver aussi imprévisible. Un bleu profond s'étendait au-dessus d'eux, contrastant avec le blanc immaculé de la neige. C'était le genre de temps trompeur, si beau qu'on en oubliait presque de se méfier. Ils sont partis à 6h12. Ce détail apparemment insignifiant allait devenir plus tard l'une des dernières certitudes concrètes concernant le groupe. Le premier jour, les travaux ont progressé rapidement. La neige était ferme, le vent modéré et la visibilité parfaite. Les marques de Camille indiquaient qu'ils étaient en avance sur le planning. Tout semblait se dérouler comme prévu. Mais en fin d'après-midi, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas immédiat. Il n'y a pas eu d'événement précis. Le premier changement se manifesta sous la forme d'un silence inquiétant. Dans les Alpes, le vent est généralement constant. Même faible, il est toujours présent. Mais dans cette région, pendant quelques minutes, tout était parfaitement immobile. Aucun bruit, aucun mouvement d'air. Sophie fut la première à le remarquer. Elle s'arrêta de marcher et regarda autour d'elle, comme si elle avait oublié quelque chose. « L'avez-vous ressenti ?» Personne n'a répondu immédiatement. Julien leva la tête et observa le paysage qui s'étendait devant lui. Une formation rocheuse, partiellement recouverte de glace, ne figurait pas sur leur carte. Pas comme ça. Lucas l'a ignoré. Il a dit au groupe de continuer. La décision paraissait logique à l'époque. Les petites variations de terrain étaient fréquentes. Les cartes ne sont pas exhaustives. Mais Camille l'a remarqué. Et cet enregistrement, réalisé presque instinctivement, allait devenir une pièce à conviction importante des années plus tard. La deuxième nuit, l'atmosphère a changé. Sans prévenir, le vent s'est remis à souffler avec force, accompagné d'une épaisse tempête de neige qui réduisait la visibilité à quelques mètres seulement. Le groupe a été contraint d'installer son campement sur un terrain accidenté, entouré de formations de glace qui semblaient surgir du sol, telles des lames gelées. Ce n'était pas un bon endroit, mais c'était la seule option possible. Aux premières heures du matin, des marques ont été laissées dans la neige autour du campement. Aucun d'eux n'a fait de commentaire à l'époque. Peut-être parce qu'ils étaient trop fatigués. Ou peut-être parce qu'admettre cela reviendrait à accepter quelque chose qui n'avait pas de sens. Les empreintes ne suivaient pas un schéma humain et elles ne semblaient appartenir à aucun animal connu de la région. Le lendemain matin, 2 choses étaient différentes. Premièrement, une partie du matériel avait été déplacée. Les cordes qui avaient été fixées étaient desserrées. Un des piolets de Julien avait complètement disparu. La deuxième raison, Marc voulait partir.
Il était le seul à insister. Il a dit que quelque chose clochait, que le tracé ne correspondait plus à ce qu'ils avaient étudié. Il a montré du doigt la formation rocheuse, qui semblait plus imposante que la veille. Lucas a refusé. La discussion fut brève. Et cela s'est terminé par le départ du groupe. C'était la dernière décision prise ensemble. Après cela, les archives se fragmentent. Quelques jours plus tard, une équipe de secours a été envoyée. Aucun signal, personne, aucun équipement. Rien, comme s'il n'avait jamais été là. L'affaire a été officiellement classée comme disparition dans une zone à risque extrême. Elle a été classée sans suite après des mois d'absence de progrès. 13 ans se sont écoulés, puis, en 2001, un sauveteur expérimenté nommé Alain Roche, lors d'une opération de routine suite à une petite avalanche, a trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un ensemble d'équipements était coincé dans une profonde crevasse, partiellement dissimulée par des couches de glace compactées, vieilles cordes, un mousqueton portant l'identification de l'université, et un morceau de papier de soie congelé avec un nom presque illisible, Lucas. Mais le détail le plus troublant n'était pas l'état des objets. Telle était leur position, comme s'ils avaient été aspirés dans la crevasse, de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsqu'Alain Roche a découvert le matériel pris au piège dans la crevasse gelée, il ne cherchait pas de réponse. Il effectuait simplement une mission de routine dans les Alpes. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les sauvetages en haute altitude, Alain avait tout vu, des corps conservés par la glace, des survivants dans un état critique, des accidents apparemment inexplicables. Mais c'était différent, non pas à cause de l'âge des objets, mais à cause de la façon dont ils étaient là. La corde principale était anormalement tendue, comme si elle avait été tirée violemment avant de geler complètement. Le mousqueton présentait des signes d'usure incompatibles avec une simple chute ou un abandon. Et le tissu, ce fragment déchiré, semblait avoir été arraché, pas coupé, pas cassé naturellement, commencé. Alain ne dit rien à l'équipe à ce moment-là. Il demanda simplement le silence, nota l'emplacement et ordonna à chacun de ne rien toucher avant d'avoir pu l'analyser plus en détail. Mais quelque chose avait déjà changé. Le sentiment de routine a disparu. Le même jour, de retour à sa base, il consulta les archives de la région. Il n'eut aucune difficulté à retrouver l'affaire de 1988. 6 étudiants disparus lors d'une traversée considérée comme contrôlée. Le rapport officiel était superficiel. Conditions météorologiques extrêmes. Désorientation possible, hypothermie, aucune preuve concrète, affaire classée. Mais Alain a remarqué quelque chose de curieux, plusieurs incohérences entre les témoignages recueillis à l'époque et les conclusions finales du rapport. Les guides locaux avaient mentionné des changements inhabituels dans le terrain. L'un des premiers sauveteurs a signalé des difficultés avec les boussoles qui donnaient des indications erratiques. Et il y avait une brève note, presque ignorée, zone à formation instable, sensation de déplacement spatial rapportée par 2 membres de l'équipe. Techniquement parlant, ça n'avait aucun sens, et c'est précisément pour cette raison qu'il a été mis au rebut. Mais Alain ne l'a pas exclu. Les jours suivants, il retourna sur le site de la fissure avec une petite équipe. Cette fois-ci, il disposait d'un équipement plus précis et d'une autorisation pour des fouilles contrôlées. La glace dans cette région était très ancienne, compactée par des années de variations de pression et de température. Enlever chaque couche, c'était comme remonter le temps. À une profondeur d'environ 2 mètres, ils en ont trouvé d'autres. Un casque partiellement écrasé, un gant encore attaché à un petit fragment de roche, et les marques des rainures dans la glace, longs, parallèles, irréguliers, comme si quelque chose avait été traîné de force et avait tenté de résister. Pendant ce temps, en dehors des montagnes, les familles des étudiants avaient pris des chemins différents au fil des ans. Certains ont accepté la disparition, d'autres n'ont jamais abandonné. Claire Morel, la sœur cadette de Lucas, fut de celles qui refusèrent d'y croire. Pendant 13 ans, elle rassembla des documents, interviewa des survivants d'autres expéditions dans la région et tenta, seule, de comprendre ce qui s'était passé.
Elle ne croyait pas qu'il s'agissait d'un accident. Il n'y a jamais cru. Pour Claire, il y avait un schéma. D'autres cas similaires, moins connus, se sont produits au cours des décennies précédentes dans cette même région. Petits groupes, conditions apparemment contrôlées, disparitions sans laisser de traces. C'est comme si la montagne choisissait des moments précis pour effacer les gens. Quand Alain l'a contactée, quelques jours après la découverte, il n'a pas eu besoin de s'expliquer longuement. Elle était déjà prête, déterminée. Et d'une certaine manière, j'attends cela. À son arrivée au camp de base dans les Alpes, Claire avait emporté une vieille mallette usée. À l'intérieur se trouvaient des copies de journaux intimes, des cartes annotées à la main et des photographies datant de l'expédition. L'un d'eux a immédiatement attiré mon attention. Elle montrait le groupe le premier jour de l'ascension. Derrière eux, partiellement dissimulée par la neige, se trouvait la même formation rocheuse que Julien avait observée avant de disparaître. Mais il y avait une différence. Sur la photo, la formation était plus petite, moins agressif, moins présent. Cela ne devrait pas s'étendre, a déclaré Claire d'un ton ferme. Alain n'a pas répondu, mais j'étais d'accord. Cette nuit-là, en analysant les matériaux trouvés dans la crevasse, une nouvelle découverte a été faite. Dans un compartiment protégé du sac à dos partiellement conservé, se trouvait un carnet. Petit, trempé, mais encore lisible par endroits. Elle appartenait à Camille. Les premières pages étaient techniques, des notes sur le terrain, la météo, les choix d'itinéraire. Rien d'inhabituel, mais au fur et à mesure de leur progression, le contenu a changé. Les phrases devenaient plus courtes, plus directes, presque urgent. Silence à nouveau, ce n'est pas naturel. Marc veut revenir. Peut-être a-t-il raison. Julien a dit que la formation avait changé de position. Ça n'a aucun sens. Et puis, une dernière remarque, écrite de façon irrégulière, comme si elle avait été faite à la hâte. Quelque chose nous observe depuis le 2e jour. La page suivante était déchirée, pas retirée avec précaution, mais détruite. Alain referma lentement le carnet. Le silence se fit dans la pièce. Dehors, le vent se levait à nouveau. Et pour la première fois depuis le début de l'enquête, personne n'était certain qu'il s'agissait d'un simple accident. Le lendemain matin, le temps semblait s'être calmé dans les Alpes, comme si la montagne avait décidé d'accorder un bref répit. Le ciel était dégagé, mais le vent soufflait encore par rafales imprévisibles, apportant avec lui un froid sec qui pénétrait même les vêtements les plus épais. Alain n'a pas perdu de temps. Il décida que l'équipe retournerait dans la crevasse pour des fouilles plus approfondies. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'une opération technique. Une urgence palpable régnait, alimentée par les notes de Camille et des preuves qui ne correspondaient à aucune explication logique. Claire a insisté pour y aller. Alain hésita. Ce n'était pas un environnement pour les civils, et encore moins pour quelqu'un qui avait des sentiments pour elle. Mais il y avait quelque chose dans son attitude, ferme, maîtrisée, presque froide, qui le fit reconsidérer sa position. Elle n'était pas là par hasard. Elle était préparée. En arrivant sur les lieux, la première chose qu'ils ont remarquée a été un changement subtil dans le paysage. La fissure semblait plus large. Aucun relevé n'a indiqué de mouvement significatif de la glace ces dernières heures. Néanmoins, l'ouverture était sensiblement plus grande que la veille. « Est-ce normal ?» demanda Claire. Alain mit quelques secondes à répondre. « Pas dans ce délai. Les fouilles ont commencé. » Couche après couche, la glace fut retirée avec précision, révélant des fragments de plus en plus inquiétants. Un morceau de sac à dos, des restes d'aliments fossilisés, une horloge cassée, arrêtée à 2h17. Mais ce qui a véritablement changé le cours de l'enquête a été découvert à environ 3 mètres sous la surface. Une corde secondaire, attachée à quelque chose. Pas jusqu'à un rocher, mais l'autre corde, entremêlées de façon chaotique, comme si elles avaient été tirées dans des directions opposées avec une force extrême. « Ce n'est pas un accident », murmura l'un des membres de l'équipe. Alain n'a pas répondu, car, à ce moment-là, il le savait déjà. Une fois la zone entièrement dégagée, ils se sont aperçus que les cordes formaient un angle étrange, pointant directement vers la crevasse.
comme si quelqu'un était traîné et qu'un autre essayait de l'arrêter, l'un tirant vers l'intérieur, un autre éliminé. Claire s'approcha. Il observa en silence. Et puis il a dit « Ils ne sont pas tombés ». Personne n'a objecté. Parallèlement, de nouvelles pages du carnet de Camille étaient soigneusement triées pour être analysées. Certaines étaient presque illisibles, mais une séquence a attiré leur attention. Du bruit la nuit, comme des pas, mais pas d'empreinte. Marc a disparu pendant 12 minutes. Il a dit qu'il s'était perdu, mais nous étions tous ensemble. Julien ne parle plus, il se contente d'observer. Lucas ne veut pas s'arrêter. Il est différent. Ces notes ont complètement changé la perception du groupe. Ce n'était pas seulement l'environnement qui changeait. Eux aussi étaient là. À la base, Alain a décidé de recouper les anciennes données avec les nouvelles découvertes. Cartes, coordonnées, relevés climatiques, tout a été réanalysé. Et puis, un schéma a commencé à se dessiner. La zone de la disparition n'a pas été déterminée. Elle bougeait. Légèrement, année après année. C'était comme une zone instable à l'intérieur même de la montagne. Une région où les références devenaient peu fiables. Les boussoles étaient défectueuses. Les distances se déformaient. Et apparemment, le temps aussi. Claire a découvert quelque chose d'encore plus inquiétant dans les dossiers qu'elle avait apportés. Un rapport de 1973. Un autre groupe. Même région. L'un des survivants a décrit quelque chose que personne n'a pris au sérieux à l'époque. La montagne semblait respirer, comme si elle était vivante, et à certains moments, elle semblait nous attirer à elle. Alain a lentement refermé le rapport. Il ne s'agissait plus d'une simple opération de récupération. C'était une enquête en territoire inexploré. Cette nuit-là, ils décidèrent de rester à la base avancée, plus près de la zone de la crevasse. L'objectif était de reprendre les fouilles à l'aube, mais le repos ne vint pas. Vers 2 heures du matin, un bruit a réveillé une partie de l'équipe. Un faible niveau sonore, rythmique, comme quelque chose qu'on traîne sur la glace. Alain quitta immédiatement la tente. Le vent s'était de nouveau arrêté. Le silence était absolu. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-il. 2 membres de l'équipe l'ont confirmé. Claire aussi. Le son se fit de nouveau entendre. Plus près, cette fois sans aucun doute. Alain prit la lampe torche et la pointa vers la fissure. Pendant quelques secondes, il n'y eut rien. L'obscurité totale. Alors, quelque chose a changé. La lumière révélait des marques récentes dans la neige, frais, parallèles, comme les rainures que l'on trouve dans la glace. Mais ces choses-là étaient en train de se faire à ce moment précis, à quelques mètres d'eux. Claire recula d'un pas. Cela ne peut pas se produire. Le son s'est arrêté, les marques aussi, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais ils étaient là, visibles, réels. Alain ne dit rien, il a tout simplement pris une décision immédiate. Demain, nous irons encore plus loin. Car, pour la première fois, une possibilité concrète existait. Il ne s'agit pas de trouver des réponses, mais pour trouver ce qui était encore là. L'aube est arrivée sans transition. Il n'y eut pas d'éclaircissement progressif, comme c'est souvent le cas en montagne. La luminosité changea brusquement, comme si le ciel s'était illuminé d'un seul coup. L'équipe le remarqua en quittant ses tentes, encore marquée par une nuit agitée. Personne n'a commenté directement, mais tout le monde le ressentait. Il y avait quelque chose d'anormal avec la météo. Alain a rapidement rassemblé le groupe. Le plan était clair, continuer à creuser jusqu'à atteindre le point le plus sûr de la crevasse. Mais cette fois, de nouvelles mesures ont été prises, double corde de sécurité, communication radio permanente et balisage physique, tous les mètres de profondeur. Il ne s'appuyait plus uniquement sur des instruments. Claire observait tout attentivement. Au fil des préparatifs, elle repassait mentalement en revue chaque document accumulé au fil des ans. Il y avait toujours quelque chose qui clochait, quelque chose qui dépassait les notes de Camille ou les anciens comptes rendus. C'était le comportement de Lucas. Il avait insisté pour continuer, malgré des signes évidents que quelque chose n'allait pas. Cela ne correspondait pas à son profil. Ou du moins, d'après le profil qu'elle connaissait. Lors de la descente initiale dans la crevasse, Alain a ouvert la voie, suivi de 2 membres de l'équipe. Claire est restée en surface, observant et enregistrant tout,
À une profondeur d'environ 4 mètres, l'environnement a changé. La glace n'est plus compacte. Elle commença à présenter des cavités irrégulières, comme façonnées par des forces internes. De petites poches d'air créaient une étrange sensation acoustique. Tout son semblait résonner de façon déformée, revenant avec un certain délai ou provenant de directions inattendues. « Test radio », dit Alain. La réponse est arrivée, mais pas comme prévu. Radio, dio, écho, mais ce n'était pas un écho normal. Il était trop tard, comme s'il avait parcouru une distance supérieure à celle que l'espace permettait. « Répétez cela », a demandé l'un des membres. Silence, aucune réponse, même avec une ligne directe en direct. En apparence, Claire a tenté d'établir un contact. « Alain, tu m'entends ?» Rien. Elle a vérifié l'équipement. Fonctionne parfaitement. Mais les communications avaient été interrompues, sans explication. En contrebas, l'équipe progressait prudemment. Les parois de la crevasse présentaient désormais des marques plus nettes. De profondes rainures, certaines se croisant, formaient des motifs presque organisés. Ce n'était pas aléatoire. Ils semblaient suivre des instructions précises, comme des sentiers ou des chemins. Et puis, ils ont découvert quelque chose qui a complètement changé la dynamique de l'opération. Un sac à dos entier, conservé, pas des fragments, entiers, pris au piège entre deux formations de glace comme s'il avait été soigneusement déposé là. Alain l'a retiré lentement. Le tissu était rigide, mais intact. Il y avait une étiquette nominative dans la poche latérale. Julien. En ouvrant mon sac à dos, le silence devint encore plus pesant. À l'intérieur, tout était organisé. Matériel plié, cordes enroulées correctement. Rien n'indiquait la panique, rien ne laissait présager une évasion. C'était comme si quelqu'un s'était arrêté et avait décidé de tout ranger. Allez-y doucement, dans un endroit où personne ne le trouverait jamais. Mais le détail le plus troublant se trouvait au fond du sac à dos. Un enregistreur portable. Vieux. Alain hésita avant d'appeler. Mais il a appelé. Le sifflement initial fut suivi de quelques secondes de silence absolu. Et puis, une voix, faible, presque méconnaissable. Ce n'est pas la montagne. L'enregistrement a brièvement échoué. Il est revenu. Cela change quand on regarde une autre coupe. Respiration lourde. Lucas écoute. Il dit qu'il comprend un bruit soudain, comme quelque chose qui est traîné. Et voici un dernier extrait. Ne suivez pas la corde. L'enregistrement s'est arrêté. Alain a lentement éteint l'appareil. Personne ne dit rien pendant quelques secondes. Jusqu'à ce que l'un des membres demande « Est-ce récent ?» Alain regarda l'enregistreur. Passez ensuite au mur environnant. Et il a répondu « Ça ne devrait pas être ainsi ». En surface, Claire commença à remarquer quelque chose d'encore plus inquiétant. Les marques qu'ils avaient faites sur la glace étaient différentes. Certains avaient disparu. D'autres étaient mal positionnés, comme s'ils avaient été déplacés ou réécrits. Elle a fait quelques mètres autour de la crevasse, essayant de confirmer. Et alors il vit. Empreintes. Ils ne faisaient pas partie de l'équipe. Elles étaient plus profondes, plus larges, et elles menaient directement au bord de la crevasse. Mais il n'y avait aucun signe de sortie. Claire sentit son corps se figer. Il a essayé de rappeler Alain par radio. Rien. Le vent a commencé à se lever. Mais cette fois-ci, ce n'était pas cohérent. Il arrivait par pulsation, comme une respiration irrégulière. Plus bas, l'équipe a décidé d'avancer de quelques mètres supplémentaires, même sans communication avec la surface, même si tout indiquait qu'il devait s'arrêter. Car désormais, il y avait quelque chose de plus fort que la peur. Il y avait des preuves, et plus ils descendaient, il devenait de plus en plus évident que ce n'était pas seulement un lieu de disparition, c'était un point de convergence. Il se passait quelque chose là-bas, quelque chose qui ne suivait pas les règles normales. Et ça, d'une certaine manière, il était toujours actif. La décision de poursuivre la descente a été prise sans consensus. Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de discussion formelle. Un silence pesant s'installe, suivi d'un mouvement presque automatique d'Alain qui ajuste la corde et s'enfonce de quelques mètres supplémentaires dans la crevasse. Les autres le suivirent, comme si s'arrêter à ce moment précis était plus dangereux que de continuer. L'espace s'ouvrait à environ 6 mètres de profondeur.
pas en largeur, mais en profondeur. La crevasse, autrefois simple fissure verticale, s'était muée en une sorte de cavité irrégulière, comme une poche à l'intérieur même de la montagne. La glace y était plus sombre, presque translucide par endroits, laissant entrevoir des ombres indistinctes au-delà de sa surface, des ombres qui n'ont rien à faire là. Alain pointa la lampe torche, et puis il l'a trouvée. Pas décor, mais pire encore, balise de camping, mais à l'intérieur de la fissure, des morceaux de tissu disposés comme isolation de fortune, fragments d'emballage. C'est une structure rudimentaire faite de cordes et de piolets, comme si quelqu'un avait essayé de créer un abri dans cet espace impossible. « Ils sont restés ici », dit doucement l'un des membres. Alain n'a pas répondu, mais je savais que cela allait tout changer. Ils n'étaient pas simplement tombés, ils étaient descendus, et ils restèrent, par choix ou par incapacité de partir. Lorsque j'ai braqué la lumière sur l'un des murs, quelque chose a attiré mon attention. Inscription, fabriquée sur glace, grattée avec audace, à répétition dans différentes directions. Mots, certaines sont lisibles, d'autres sont difformes. Ne regarde pas. Elle apprend. Ne faites pas confiance au chemin. Et une phrase répétée plusieurs fois, avec une intensité croissante. Ce n'est plus Lucas. Le silence devint oppressant, presque physique, comme si l'air lui-même était plus dense. Puis on entendit le son, une fissure sèche, juste au-dessus d'eux. Ils levèrent tous les yeux en même temps. La corde principale a bougé. Il n'a pas vacillé. Il a bougé, comme si on l'avait tiré. Vu d'en haut. « Claire » appela Alain instinctivement. Aucune réponse, mais la corde se tendit à nouveau. Cette fois avec plus de force. L'un des membres a tenu bon. « Il y a quelqu'un là-haut !» La tension monta brusquement, comme une violente traction. Et puis, ça s'est arrêté. Le silence revint, lourd. Propriété. « Ce n'était pas le vent, » dit un autre, la voix tremblante. Alain s'habilla. Le vent ne tire pas intentionnellement sur les cordes. En apparence, Claire n'était plus là où elle aurait dû être. Sa radio était tombée dans la neige, toujours allumée, émettant un bruit statique constant. Les empreintes qui menaient au bord de la crevasse étaient désormais partiellement recouvertes de neige fraîche. Mais une chose restait claire, elle s'était trop approchée, et quelque chose s'était approché d'elle. De retour dans la cavité, l'équipe a remarqué un autre changement. L'espace semblait différent, subtilement, mais indéniablement. Les murs étaient plus proches, ou alors elles étaient plus profondes. Personne n'a pu l'affirmer avec certitude. La perception de l'espace n'était plus fiable. Alain a pris la décision la plus difficile jusqu'à présent. Montons à l'étage, maintenant. Mais lorsqu'ils ont tenté d'entamer leur ascension, ils se sont rendus compte que quelque chose était impossible. La corde ne menait plus au même point. L'angle était mauvais. La pente ne correspondait pas à la descente qu'ils avaient effectuée. C'était comme si la sortie avait été déplacée. « Ce n'est pas possible !» murmura quelqu'un, mais c'était le cas. Et à ce moment-là, c'est devenu clair. Il ne s'agissait pas simplement d'enquêter sur une disparition. Ils étaient pris dans le même phénomène qui avait submergé les étudiants en 1988. L'enregistreur de Julien, toujours branché sur le matériel d'Alain, s'est allumé tout seul. Ne pas toucher. Aucun contrôle. La voix est revenue. Cette fois, c'est plus clair, plus près. Si vous écoutez ceci, ne suivez pas la voix. Un bruit fort interrompit la conversation, en tant qu'interférence. Mais derrière lui, une autre voix se fit entendre, inférieure, plus contrôlée. C'est complètement différent. Vous avez pris votre temps. Alain se figea, l'équipe aussi, parce que chacun reconnaissait quelque chose dans cette voix, même s'ils n'en ont jamais entendu parler auparavant. Elle dégageait une familiarité troublante, comme s'il imitait quelqu'un, comme si j'apprenais. Claire, chuchota l'un des membres. Silence. Et la même voix répondit, presque. L'enregistreur s'est éteint, les lumières ont commencé à vaciller.
Et pour la première fois depuis le début de l'expédition, tous comprirent la vérité la plus dangereuse de toutes. C'était bien plus qu'un simple lieu. C'était quelque chose qui réagissait. Je regardais, j'apprenais. Et maintenant, je savais qu'ils étaient là. L'impact de cette révélation ne s'est pas manifesté par une panique immédiate. C'est arrivé comme une paralysie. Pendant quelques secondes, voire plus, personne ne bougea. Chacun cherchait une explication logique, quelque chose qui corresponde à la réalité connue, mais il n'y en avait aucune. La corde ne menait plus vers le haut, l'espace avait changé. Et la voix, cette voix, ne pouvait pas exister. Alain a été le premier à réagir, non pas par courage, mais par nécessité. Pas de séparation, personne ne part, dit-il fermement, bien que la tension dans sa voix fût évidente. L'équipe se rapprocha instinctivement, formant un groupe compact à l'intérieur de la cavité irrégulière. Les lampes torches tremblaient légèrement dans les mains de certains, projetant des ombres qui semblaient se mouvoir d'elles-mêmes sur les parois de glace. « Testons la montée », poursuivit Alain. Il a fixé un mousqueton à la corde et a commencé l'ascension. 2 mètres, 3, 4. Puis il s'arrêta. C'est faux. La pente était absurde. Le parcours était plus long que prévu. Pire encore, la texture de la glace avait changé. Là où il y avait auparavant des surfaces fermes, il y avait maintenant des zones trop lisses, presque polies. Comme s'ils avaient été utilisés. Alain redescendit. « Nous n'allons pas partir comme nous sommes arrivés », a-t-il conclu. Le silence revint, plus lourd, plus conscient. L'un des membres a tenté de garder le contrôle. Peut-être est-ce simplement une désorientation, un reflet sur la glace, un manque de points de repère visuels. Mais personne ne le croyait, parce que tout le monde l'a ressenti. Ce n'était pas qu'une question de perception, c'était un véritable changement. Pendant ce temps, l'enregistreur restait éteint, mais le malaise qu'il avait provoqué persistait, tel un écho psychologique impossible à ignorer. En apparence, la disparition de Claire rendait la situation encore plus critique. Mais là-bas, elle n'était plus seulement une source d'inquiétude, c'était une possibilité. Et c'était pire. « Ne répondez pas aux voix », dit Alain brusquement. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Si vous entendez quelqu'un, absolument n'importe qui, ne répondez pas. » L'instruction a été acceptée sans question, parce que c'était logique. Et parce que personne ne voulait tester l'inverse. Le groupe commença à explorer la cavité par le côté, à la recherche d'une éventuelle sortie. Chaque pas était marqué, chaque mouvement consigné, mais malgré cela, il semblait complètement désorienté. Un membre a laissé une marque sur la glace avec une lame. Lorsqu'ils regardèrent à nouveau, quelques secondes plus tard, la marque se trouvait ailleurs, pas très loin, mais déplacée, comme si l'espace avait glissé. « C'est impossible », répéta quelqu'un, presque désespéré. Alain n'a pas répondu, parce que répéter cela ne changeait plus rien. Au cours des recherches, ils ont trouvé d'autres traces des étudiants de 1988. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Ce n'étaient pas de simples objets, c'étaient des modèles, équipements rangés à des endroits précis. Des cordes forment des chemins, des marquages sur les murs indiquant les directions. Comme si le groupe avait essayé de cartographier les lieux, ou pire, apprendre à s'y déplacer. « Ils sont restés ici plus longtemps que nous le pensions », dit Alain en examinant la disposition des objets. « Combien de temps ?» demanda un autre. Alain hésita. De quoi comprendre qu'il n'était plus dans un endroit normal. Cette conclusion a engendré une nouvelle forme de tension. Si les étudiants parvenaient à survivre là-bas pendant un certain temps, ils ont donc dû faire face à cette situation. Ils ont interagi avec lui. Et peut-être, cela les a transformés. L'air était plus froid maintenant, mais il n'y avait pas que la température. C'était dense, respirer demandait plus d'efforts. Comme si l'environnement résistait. Et puis, sans prévenir, la radio d'un des membres s'est allumée toute seule. Chiado, statique. Et une voix, contrairement au précédent. Plus faible, plus loin, mais clairement humain. Ne regardez pas directement. La transmission s'est coupée. Il est revenu.
Il imite quand vous le regardez. La radio était éteinte. L'un des membres tourna lentement la tête. « Vous avez entendu ça ?» Avant que quiconque puisse répondre, un bruit se fit entendre derrière eux. Mesure, planche, sur la glace. Ils se retournèrent tous en même temps. Les lanternes illuminaient le vide. Rien. Mais le son persistait, plus près, plus clairement défini. Et puis, ça s'est arrêté. Alain leva la main, signifiant un silence absolu. Personne ne respirait, personne n'a bougé. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé quelque chose d'encore pire. Il y avait maintenant davantage de marques au sol. Nouveaux, frais, parmi eux. Comme si quelque chose était passé par là. Alors qu'ils restaient tous immobiles. La réaction fut immédiate. L'un des membres recula d'un pas. Un autre leva rapidement sa lampe torche. Alain tourna son corps, essayant de couvrir tous les angles. Mais c'était inutile. Il ne savait pas d'où cela venait, ni comment il se déplaçait, ni combien il y en avait. J'avais complètement perdu le contrôle de la situation, et avec elle, tout sentiment de sécurité. « Il faut qu'on parte d'ici », dit quelqu'un, laissant enfin transparaître sa peur. Alain acquiesça, mais il n'a pas répondu. Parce que pour la première fois, il ne savait pas comment. La peur n'est plus une réaction passagère. Il est devenu l'environnement. Chaque respiration, chaque pas, chaque décision était désormais prise sous la pression constante de quelque chose d'invisible, quelque chose qui non seulement observait, mais intervenait. Et c'est précisément ce qui a provoqué le changement. Alain comprit qu'il était impossible de continuer à agir comme un sauveteur traditionnel dans ce contexte. Procédure standard, logique spatiale, protocole de sécurité. Plus rien de tout cela n'était valable. Ils ont dû s'adapter. Ou bien ils seraient absorbés comme les autres. Nous essayons de partir comme si nous étions encore sur la montagne, dit-il en regardant le groupe. Mais ceci n'est plus la montagne. Personne n'a contesté. Pour la première fois, ils ont pleinement accepté la situation, et cette acceptation a tout changé. « Et alors ?» demanda l'un des membres à voix basse. « On arrête ?» Alain réfléchit quelques secondes, et il a répondu « Nous cessons de résister de la mauvaise manière. » Il s'agenouilla et commença à observer les marques sur le sol, les plus récentes, ceux qui ont émergé alors qu'ils étaient immobiles. « Ce n'est pas un hasard, » a-t-il poursuivi. « Rien de tout cela ne l'est. » Il montra les sillons, puis les cordes laissées par les étudiants de 1988. Ils s'en sont rendus compte avant nous. Claire. Le nom lui vint automatiquement à l'esprit, pas comme souvenir, mais en tant que présence. Cela me dérangeait, mais j'ai aussi apporté une idée. Ils ont essayé de cartographier les lieux, a dit Alain, non pas par la distance, mais par les comportements. Comportements ? Répéta un autre. Oui, que se passe-t-il quand vous regardez, quand vous bougez, quand vous parlez ? Le groupe a commencé à comprendre, lentement. Si l'environnement réagissait à leurs actions, il serait donc peut-être possible de prédire des tendances, ou du moins éviter les déclencheurs. Pas de lumière directe sur les murs, dit Alain. Des mouvements lents, et personne ne fixe un point trop longtemps. Et si on l'a déjà fait ? A demandé quelqu'un. Alain répondit sans hésiter. Nous allons donc arrêter de le faire maintenant. Le changement était subtil au début, mais c'est réel. On commença à utiliser les lampes torches indirectement, en réfléchissant la lumière sur le sol plutôt qu'en la dirigeant directement vers les murs. Les mouvements devinrent plus contrôlés, presque calculés. Et quelque chose a changé. Pas dans l'environnement, mais dans sa réaction. Les sons s'estompèrent, les interférences ont cessé. Les marques sur le sol ont cessé d'apparaître, pendant un certain temps. « Ça marche », murmura l'un des membres. Alain n'a pas confirmé. Mais il comprenait. Il n'avait pas le contrôle. Mais il n'était pas non plus complètement à la merci des circonstances. Il restait encore de la marge de manœuvre. Au cours de cette adaptation, ils ont rencontré un problème que les élèves n'avaient ni le temps ni la capacité de résoudre. Un motif incomplet sur les cordes, contrairement aux autres, plus organisé, plus intentionnel, comme une route défoncée. Ils essayaient de sortir, a dit Alain. Il suivit attentivement le tracé des cordes, analysant chaque détail.
Le chemin n'était pas linéaire. Il y avait des courbes, des détours, de légers changements de direction. Mais il y avait une logique à cela, non spatiale, mais réactif. Ils ont changé de cap en fonction des réactions du terrain, a-t-il expliqué. Comme s'ils testaient les limites. Le groupe a commencé à suivre le modèle, pas à pas, pas de précipitation, sans regarder directement devant soi. Le sentiment de déracinement est revenu, mais cette fois, c'était différent, moins agressif, moins chaotique, comme s'il se laissait porter par le courant au lieu de lutter contre lui. Et puis ils l'ont trouvé, une ouverture, invisible au premier coup d'œil, mais perceptible. Un changement se profile à l'horizon, dans la texture, dans la façon dont le son s'est comporté. « Tiens », dit Alain à voix basse. Il n'a pas pointé du doigt. Il inclina légèrement la tête. Et tout le monde a compris. La sortie n'était pas un lieu, c'était une condition. Un point où leur comportement coïncidait avec quelque chose que l'environnement acceptait. Mais il y avait un problème. L'ouverture n'était pas stable, elle était oscillante. Parfois cela semblait proche, parfois distant, comme si cela dépendait de quelque chose. « Nous devons nous synchroniser », a déclaré Alain. « Synchroniser avec quoi ?» Il hésita, et il a répondu « avec lui ». Le silence revint, mais maintenant, ce n'était plus la peur. C'était une période de compréhension. Ils ne se contentaient pas de fuir, ils interagissaient, et cela exigeait un contrôle absolu. Respiration, mouvement, se concentrer. La moindre erreur pourrait compromettre cette opportunité, et c'est à ce moment précis qu'un événement inattendu s'est produit. Une voix, Clara, directe, derrière eux. « Tu as appris !» Ils se sont tous figés. Personne ne s'est retourné. Personne n'a répondu. La voix poursuivit. Ils ont mis plus de temps, une pause. Et puis, mais tu fixes encore trop du regard. L'air redevint lourd, l'ouverture à venir fluctuait, comme si elle allait disparaître. Alain ferma les yeux une seconde. Il prit une profonde inspiration, et il dit, presque à voix basse, « Maintenant le groupe a avancé, sans regarder, sans hésitation, se fier uniquement à la norme, et dans la seule chose sur laquelle ils avaient encore du contrôle, leurs propres actions. Les progrès n'ont pas été rapides, pas directement, mais c'était continu. Chaque pas fait sans regarder, chaque mouvement contrôlé, semblait prolonger de quelques secondes cette ouverture instable. C'était comme traverser une surface qui refusait d'être franchie, quelque chose qui n'existait que tant qu'on respectait des règles invisibles. Personne n'a parlé, même pas à voix basse. La communication s'est alors faite par de petits contacts, des gestes minimaux, une respiration synchronisée. Le moindre bruit semblait risqué. L'environnement a réagi, subtilement au début. Les murs cessèrent de bouger aussi fréquemment. Les marques sur le sol n'apparaissaient plus constamment. L'air, bien que toujours dense, semblait moins oppressant. Mais cela n'a apporté aucun soulagement. C'était une adaptation, comme si quelque chose était en train de se recalibrer. Alain s'en est rendu compte avant les autres. « Il apprend plus vite », dit-elle presque sans voix. Claire, le souvenir d'elle me revint en mémoire avec force, mais maintenant il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, c'était une connexion étrange. Comme si cette voix, cette présence avait absorbé quelque chose d'elle, ou pire, je l'utilisais encore. Le chemin tracé par les vieilles cordes commençait à se préciser, non pas parce qu'il était visible, mais parce qu'il prenait sens dans ce nouveau schéma comportemental. Des courbes douces, arrêts précis, changements de direction sans raison apparente. Mais désormais, chaque décision semblait anticiper une réaction de l'environnement. « Ils ont failli réussir », murmura l'un des membres. Alain n'a pas répondu, mais je le savais. Ils ont failli y arriver, très proches, et ils ont échoué, ce qui signifiait que quelque chose les avait arrêtés au dernier moment. Et il était toujours là. À mesure qu'ils avançaient, de nouvelles traces commencèrent à apparaître, mais pas comme avant. Maintenant, ils étaient plus organisés. Le matériel restant est aligné, des marques sur les parois plus profondes.
Et à un moment précis, quelque chose s'est produit qui a obligé tout le monde à s'arrêter, sans que personne n'ait besoin de donner l'ordre. Une zone ouverte à l'intérieur de la cavité, plus gros, plus stable, comme s'il s'agissait d'un centre. Et là, il y avait des signes évidents de permanence, bien plus qu'un simple abri de fortune. C'était un point de ralliement, l'endroit où les étudiants passaient le plus clair de leur temps, peut-être le dernier. Au centre, partiellement recouvert de glace translucide, se trouvait quelque chose qui ne ressemblait pas à de l'équipement. C'était un formulaire, humain, mais déformé par la couche gelée. Alain ne s'est pas approché immédiatement. Il le savait, instinctivement. Les regarder directement serait une erreur. Mais l'un des membres n'a pas pu s'en empêcher. Il leva la lanterne. Il a pointé du doigt, et il vit. Le corps était partiellement conservé, mais pas intact. La position était incorrecte. Les articulations ne suivaient aucune logique naturelle, comme s'ils avaient été réorganisés, pas cassés, réorganisés. La lanterne tremblait. « Éteignez-le » dit rapidement Alain. Mais il était trop tard. L'environnement a réagi, immédiatement. L'air s'alourdit. Le son est de retour, plus fort, plus près, comme plusieurs étapes autour d'eux. Rapide, désorganisé. Et puis, des voix, pas un seul, plusieurs, chevauchements, fragmentés, extraits reconnaissables. Ce n'est pas la montagne. Ne regardez pas. Il apprend... Lucas... Le nom avait une résonance différente, plus fort, plus présent. Et puis, une voix se détacha. Clara, dominant. Vous avez atteint leur niveau. Le groupe s'est figé. Alain ferma les yeux un instant. Il prit une profonde inspiration, mais il n'a pas répondu. La voix poursuivit. Eux aussi pensaient avoir compris. Une étape, très proche, mais personne ne l'a vue, parce que personne n'osait regarder. Ils ont également suivi le même modèle. Une autre étape, plus près. Eux aussi leur faisaient confiance. L'ouverture qu'ils avaient trouvée auparavant avait complètement disparu. L'air devint immobile, lourd, aucune issue. Et puis vint la phrase qui changea tout. La différence, c'est qu'ils ont regardé. Silence absolu. Pendant 1 seconde, 2. Et puis, lentement, quelque chose a recommencé à changer. Mais pas dans l'environnement, pas de groupe. Parce que maintenant, ils comprenaient. L'erreur finale, le moment où tout a été perdu, et ce qu'il fallait éviter, à tout prix. Alain ferma les yeux très fort, et il dit, de la voix la plus ferme qu'il put employer, « Personne ne regarde. Quoi qu'il arrive. » Le bruit autour de nous s'intensifiait. Encore des étapes, plus de voix, plus près, comme s'ils avaient complètement encerclé le groupe. Et puis, un nouveau son a émergé, contrairement à tous les autres. Une respiration, lent, lourd, directement, devant eux. Si près, il semblait impossible de ne pas le voir, mais personne n'a regardé. Et c'est à ce moment-là, le point culminant commençait à se profiler. La respiration devant eux n'était pas régulière. Cela variait, parfois profonde, prolongée, parfois brève, presque nerveuse, mais toujours présent, toujours trop près. L'instinct humain nous criait de regarder, identifier, réagir, mais personne n'a cédé. Alain garda les yeux fermés, la tête légèrement inclinée vers le bas. Le reste du groupe l'imita, même si leur corps tremblait sous l'effet de la tension du moment. Le bruit ambiant s'intensifia, des pas qui tournent en rond, grattés sur la glace, des murmures qui se chevauchent. Et puis, la voix est revenue. Maintenant, sans interférence, sans distorsion. Clara, contrôlée. Tu as appris vite. Silence. Plus rapide qu'eux. Une pause. Le souffle devant eux se rapprochait encore, si près que l'un des membres a instinctivement reculé. Mais ils ne comprennent toujours pas tout. Alain prit une profonde inspiration. Voilà, contrôlé. Et il répondit, pour la première fois, « Parlez donc ». Le groupe a réagi avec tension. Mais il ne l'interrompit pas. La voix semblait réfléchir. Vous pensez que cela consiste à ne pas regarder. Une pause. Ce n'est pas. L'air s'alourdit,
comme si la cavité elle-même réagissait à cette affirmation. Il s'agit de faire attention. Alain fronça légèrement les sourcils, sans ouvrir les yeux. Tout ce sur quoi tu te concentres, je l'apprends. Les mots résonnaient différemment, plus profonds, plus vrais. Ils ont regardé, puis ils se mirent à réfléchir. Puis ils ont essayé de comprendre. Chaque phrase était accompagnée d'une approche subtile. Et plus ils essayaient, plus j'en savais. L'un des membres laissa échapper une respiration irrégulière. Les sons environnants ont réagi immédiatement. Encore des étapes, plus près. Vous faites la même chose maintenant. Alain s'en rendit compte. À ce moment-là, l'erreur n'était pas simplement d'ordre physique, c'était dingue. L'environnement a réagi non seulement à ce qu'ils ont fait, mais c'est ce qu'ils essayaient de comprendre. « Alors, que voulez-vous » demanda Alain. La réponse vint sans hésitation. « Continuez. Silence, lourd, définitive. Tu as apporté des choses nouvelles, nouvelles idées, nouvelles réactions. » La respiration s'arrêta devant eux, pendant une seconde. Puis, il est revenu. Plus proche que jamais. Je grandis avec ça. L'un des membres n'en pouvait plus. Il ouvrit les yeux, par réflexe, par peur, par nécessité, et il vit, pendant moins d'une seconde. Mais il a vu, sens unique, haut, irrégulier, avec des contours qui semblaient se réorganiser sans cesse, et des visages, fragments de visages, chevauchements, changements, imités, Lucas, Claire, Julien, tout est là. Mixte, j'observe. Apprentissage. Le cri a retenti immédiatement, et avec elle, la rupture. L'atmosphère explosa en mouvement. Les murs vibraient, le sol sembla se dérober sous vos pieds, les voix se multiplièrent jusqu'à devenir insupportables. « Maintenant !» cria Alain. Mais il était trop tard. L'ouverture qu'ils avaient trouvée avait complètement disparu. Le groupe s'est désorganisé, un membre est tombé, un autre a perdu l'équilibre, les cordes se tendirent dans des directions impossibles. Et le truc, c'est que il a bougé, pas en tant que chose de physique, mais en tant que présence, comme un changement de réalité. Alain ouvrit les yeux, par choix, non par erreur, et il vit. Pas entièrement, mais ça suffit. Et à ce moment-là, avez-vous compris? Ce n'était pas un être. Pas au sens habituel. C'était un système, une sorte de conscience formée par tout ce qui y avait été absorbé. Souvenirs, réactions, les schémas humains, tout est arrangé. Apprentissage continu. Et puis, il a fait quelque chose d'inattendu. Il lâcha la corde. Il a cessé de résister. Il a cessé d'essayer de partir et il a dit « Alors retenez ceci, silence, un instant, même avec le chaos ambiant. » Alain s'avança. Pour aller droit au but, sans hésitation, sans dévier, aucune peur visible. Le groupe a réagi, mais il ne pouvait pas l'arrêter. Nous ne nous battons pas, encore une étape. Nous ne fuyons pas. L'atmosphère s'est relâchée, littéralement, comme si je n'avais pas de réponse toute prête. Nous cessons de les nourrir. Alain ferma de nouveau les yeux, au milieu du chaos, au cœur de la présence. Et puis, tout simplement, ça s'est arrêté. Aucune réaction, sans concentration, flou, sans peur active, rien, un vide conscient, et quelque chose a changé, brusquement. Les voix commencèrent à s'éteindre, les mouvements ont ralenti, la pression s'est relâchée, comme s'il avait perdu ses repères. Le groupe s'en est rendu compte, un par un, et il a commencé à imiter. Respiration contrôlée, les yeux fermés, aucune réaction. Sans concentration. L'environnement a tenté de réagir, mais il n'a trouvé aucune régularité, il n'a trouvé aucun stimulus, il n'a trouvé aucune nourriture, et puis, pour la première fois, il a battu en retraite. L'ouverture réapparut, instable, mais c'est réel. Alain n'ouvrit pas les yeux, j'ai simplement dit « maintenant » sans réfléchir. Le groupe a bougé, lentement, sans regarder, sans réagir, traverser un espace qui n'existait pas auparavant, et en laissant derrière eux ce qui, pour la première fois, ils n'arrivaient pas à les suivre. La première impression en sortant de la crevasse n'était pas celle du soulagement, c'était déroutant.
La lumière du jour frappa brutalement ses paupières closes, presque agressivement, comme venue d'un autre monde. L'air, bien que froid, lui paraissait trop léger, trop facile à respirer. Pendant quelques secondes, personne ne bougea, comme s'ils attendaient encore que l'environnement réagisse à nouveau. Mais il n'a pas réagi. Alain fut le premier à ouvrir les yeux. Le ciel était nuageux, contrairement au jour de leur chute, différent de ce dont je me souvenais. Il n'a fait aucun commentaire. Il est tout simplement sorti complètement de la crevasse et a aidé les autres à remonter un par un. Tout le monde était là, sauf Claire. Le silence revint. Mais maintenant, elle est affligée d'autre chose. Perte. L'un des membres a tenté de détendre l'atmosphère. Nous l'avons fait, mais la sentence a été abandonnée à mi-chemin, parce que personne ne savait vraiment ce que signifiait réussir. Alain recula de quelques mètres par rapport à la crevasse et regarda autour de lui. Le paysage était normal, aucun changement visible, aucun signe d'instabilité, comme si rien ne s'était passé, comme si cela ne s'était jamais produit. Mais il y avait une différence, les marques, pas sur la glace, mais en eux, dans les expressions, dans les mouvements. Quelque chose avait changé, irréversiblement. L'équipe a entamé son retour à la base en silence. Pas de conversation inutile, pas de tentative d'explication. Il n'y avait pas assez de mots pour le décrire. Lorsqu'ils arrivèrent plusieurs heures plus tard, ils furent accueillis avec urgence. Les communications étaient interrompues depuis la veille. Quant à l'équipe de base, elle avait tout simplement disparu pendant plus de 18 heures. Mais pour Alain, cela n'avait aucun sens. Le temps ne semblait pas si long, tout au plus quelques heures, peut-être moins. Il n'a fait aucun commentaire, pas encore. Des rapports ont commencé à être établis immédiatement, mais au fur et à mesure qu'il tentait d'organiser les événements, des problèmes sont apparus. Chronologie incohérente, équipement avec des enregistrements contradictoires, horloge affichant des heures différentes, et le plus troublant, la flûte à bec de Julien. Lorsqu'il a été reproduit sur la base, il était vide, aucun son, aucun enregistrement, comme s'il n'avait jamais servi. « Ce n'est pas possible », murmura l'un des techniciens, mais il ne s'agissait plus de ce qui était possible. Il s'agissait de ce qui s'était passé. Dans les jours qui suivirent, des équipes supplémentaires furent envoyées à la crevasse. Aucun d'eux n'a rien trouvé, aucun équipement. Sans marque, pas de cavités internes. La fissure n'était que une simple fissure profonde. Mais commun, sans aucune trace de ce qui avait été découvert. C'était comme si l'endroit avait complètement fermé ses portes. Ou pire, en cas de réorganisation, l'affaire a été rouverte. Mais là encore, aucune réponse concrète. Classé comme un phénomène naturel inconnu, archivé avec restriction, les familles des élèves ont appris que de nouvelles preuves avaient été analysées, mais rien de concluant n'a été présenté. Claire a été officiellement portée disparue, tout comme les autres. Mais Alain le savait, elle n'avait pas simplement disparu, elle avait été intégrée. Des mois plus tard, loin des Alpes, il tenta de reprendre ses habitudes. Mais quelque chose persistait, pas comme souvenir, mais en tant que sentiment. Petits détails, des moments de silence absolu dans des lieux où il devrait y avoir du bruit. L'impression était que les espaces familiers étaient légèrement différents. Rien de concret, rien de vérifiable, mais ça suffit. Un soir, en rangeant les rapports finaux, Alain a trouvé quelque chose qu'il ne se souvenait pas avoir rangé. Un petit fragment de tissu, congelé, conservé, avec un nom partiellement visible. Claire. Il resta immobile. Pendant plusieurs secondes. J'essaie de comprendre, j'essaie de me souvenir. Mais il réalisa alors quelque chose de pire. Il ne se souvenait pas de l'avoir apporté. Je ne me souvenais pas y avoir joué. Je ne me souviens pas l'avoir vu. Et même ainsi, il était là, sur la viande. Comme si elle avait été placée là, ou apportée, pour quelque chose qui n'avait plus besoin de la montagne pour exister. Alain ne dit rien. Il ne l'a dit à personne. Elle a simplement gardé le tissu, en silence, parce qu'au fond, il le savait déjà. Il n'avait pas complètement échappé.
Des années plus tard, la région a été officiellement reclassée comme route à haut risque. Ce n'est pas un hasard, mais en raison d'une instabilité géologique non cartographiée. Les guides évitaient de passer par là, pas sur ordre, mais d'expérience. L'endroit acquit une nouvelle réputation. Calme, presque oublié, mais toujours présent pour ceux qui connaissaient vraiment les montagnes. De temps à autre, des rapports faisaient surface, matériel trouvé hors de sa place. Des radios captent des fréquences inexistantes, sentiment de désorientation dans des zones apparemment sûres. Rien n'est prouvé, rien d'officiel enregistré, mais toujours similaire. À une de ces occasions, un jeune alpiniste a rapporté avoir observé quelque chose d'étrange à son retour d'un sentier voisin. Il a dit avoir entendu une voix, faible, presque comme un murmure, provenant d'une fissure dans la glace. Il ne s'est pas approché. Mais il a déclaré avoir clairement compris une phrase. « Maintenant, nous apprenons plus vite. » Si cette histoire vous a intrigué, imaginez combien de mystères de ce genre restent encore cachés à travers le monde, attendant simplement le moment propice pour être découverts. Auriez-vous le courage de continuer à explorer, même en sachant que quelque chose pourrait vous observer et apprendre de chacun de vos mouvements? Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Et si vous pensez qu'ils ont réellement réussi à s'échapper, ou si quelque chose est revenu avec eux. Et si vous aimez les histoires captivantes, pleines de mystères et de rebondissements surprenants comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Après tout, ce n'était peut-être pas la seule fois.